Il sera question de parler de la vie sociopolitique de notre pays et de l'analyser sur un angle religieux. Pasteur, bonsoir. Bonsoir et bonsoir les téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà. Comment vous allez? Ça se passe bien, pasteur? Oui, ça va. Par la grâce, ça va. Voilà. Alors, pasteur, comme je le disais en introduction, avec vous, il sera question de parler de la vie sociopolitique togolaise et de l'analyser sur un autre angle, c'est l'aspect religieux de la chose. Bien avant ça, nous allons d'abord essayer de décrypter un tout petit peu votre mission, la mission que vous avez effectuée il y a quelques semaines de cela à l'intérieur du pays. Il était question de quoi concrètement? Tout à fait. La mission que je viens de faire est une mission recommandée par Dieu. Je n'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus. Voilà. Et Dieu a dit d'aller dire quelque chose, que je suis parti dire. Et personne ne m'a envoyé, personne ne m'a financé. Voilà. Si toi qui m'écoutes, tu veux mettre aussi de l'argent, donne-moi de l'argent, je vais toujours encore aller. Voilà. Et pour en faire, parce que nous sommes assoiffés par la paix, la sécurité, le développement de notre pays. Voilà. Et quand nous prions, nous jeûnons, nous prions, nous faisons des programmes pour la cause. Dieu parle toujours. Voilà. Dieu dit toujours des choses. Et il y a des choses qu'on peut dire au public. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire au public. Mais qu'on travaille là-dessus. Et que s'il y a des gens nommément désignés et que Dieu nous dit d'aller les voir, nous allons vers ces gens-là. Voilà, et il faut dire que depuis le 19 août dernier, le Togo traverse une situation délicate. Aujourd'hui, nous en sommes au point où peut-être on va aller vers un dialogue, d'autres prônent le référendum. Et vous, en tant que pasteur déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation que d'abord connaît le Togo dans un premier temps? Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, ce n'est pas une surprise pour moi. Parce que les acteurs politiques de mon pays, personne ne connaît en réalité ces domaines de définition. Chacun agit par rapport à ses besoins, par rapport à son ventre, par rapport à ses projets. Personne n'agit au profit de la population togolaise. C'est ça qui fait très 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 mal. Ce qui fait que lorsque nous pouvons analyser cette situation depuis le 19 août jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas plaire à Dieu. Mais c'est Dieu qui met quelqu'un sur le trône pour être roi, pour être chef. Ce n'est pas les humains. Et il y a des facteurs qu'il faudra prendre en compte en la matière. La communauté internationale, elle est une pesanteur qui soit en dehors de nous. Et s'il faut venir réellement comprendre que je vais aussi m'asseoir sur le trône en tant que président, il y a trop de choses à faire. C'est-à-dire composer par exemple avec les autres. Vous pensez peut-être que ce qui doit être fait n'est pas fait? Au niveau national. Voilà. On a beaucoup de choses à faire. Au niveau national, on a besoin d'un leadership approprié. Nous cherchons des leaders. Au Togo, les Togolais cherchent des leaders. Même la communauté internationale, si le Togo, depuis 1990, nous tournons en rond, cela veut dire que notre leadership n'est pas un leadership approprié. Le leader dit des choses en matière de négociation interne et dit des choses au niveau national et public. Nous savons qu'en politique, toutes les déclarations publiques sont émaillées au moins de 35 à 40% de mensonges. Cela ne dépend pas de qui fait la déclaration politique. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, il y a une coloration de mensonges qui est dedans. Parce que l'être humain dans son entité n'aime pas la vérité. Celui qui dit la vérité est toujours haï par les populations, la société. Alors il faut toujours colorer ça avec
Du mensonge. Un peu de mensonge. Ce qui fait que lorsque je négocie quelque chose en dessous, il faut que je ferme La ma bouche. Parce que l'insensé fait des projets et il crie sous les toits que mon projet c'est ça, mon projet c'est ça, mon projet c'est ça, mon projet c'est ça. L'insensé c'est l'insensé qui le fait. Mais celui qui est censé, c'est quand le projet sera réalisé qu'on saura que, bon, c'est ce qu'il faisait depuis. C'est ce qu'il faisait depuis, alors le projet est déjà réalisé. La communauté internationale doit être considérée dans son assiette. Comment? Ce n'est pas facile à un pays d'avoir la souveraineté internationale. Ton territoire est là, d'accord. Mais on a cette souveraineté? Ou elle est juste de nom? Non, la communauté internationale a ses principes. Voilà. Moi et toi, tu es président d'une république. Je suis président d'une autre république. Ce n'est pas possible que moi je vienne soutenir ton opposition contre toi. C'est-à-dire, logiquement parlant, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible qu'une communauté internationale vienne dans un pays soutenir l'opposition contre le pouvoir. Voilà. Non, il ne faut pas rêver ça. On ne rêve pas ça. C'est pourquoi le leadership interne doit avoir d'abord cette sincérité, une connexion de tous ceux qui sont dedans. Si réellement, par exemple, l'opposition au Togo veut venir au pouvoir, quand on parle de la coalition des 14, il faut qu'ils parlent d'un même langage. Un même langage. Il ne faudrait pas qu'il y ait... on fait des réunions et on sort et quelqu'un va dire que non, que moi, je ne veux pas ça comme ça. Non. Ça peut être mauvais, difficile comme ça, mais il y a ce que nous appelons la loyauté. Il faut être loyal autour d'un chef que vous choisissez. Et quand vous êtes loyal autour de ce chef, personne ne pourra vous déconnecter. C'est à partir de cette loyauté-là que vous allez être solidaire pour vous montrer à la communauté internationale pour négocier. La négociation que nous faisons au niveau, qu'on peut faire au niveau de la communauté internationale, ce n'est pas des choses à médiatiser. Non. C'est l'impression que vous avez, que, par exemple, au vu de la situation que nous traversons actuellement, que beaucoup de choses sont médiatisées, des choses qui ne devraient pas être dites sont dites. Oui, c'est le grand danger pour vous aussi, les médias. Quand je suis les radios, je suis les débats et autres, les questions à ne pas poser, vous les posez. Maintenant... le journaliste n'a pas de limite, hein, voilà. Il faut aller quand même au-delà des limites. Vous les posez. Et celui qui est interrogé, c'est lui qui doit savoir que, attention, telle parole, je ne dois pas faire sortir ça. Voilà. Il faut être diplomate. Il faut agir de façon diplomatique. C'est plus la faute du journaliste. Voilà, c'est pourquoi je parle de leadership. Voilà. Un leader ne parle pas, ne bavarde pas. Il parle. Voilà. Un leader ne bavarde pas. Ouais. Il y a trop de leaders qui bavardent dans mon pays. Okay. Oui, mais un leader parle. Et quand il parle, les gens puisent beaucoup de choses de ce qu'il dit. Voilà. Vous savez, ce qu'il y a au Togo, c'est la population qui souffre. L'opposition ne souffre pas. Le pouvoir ne souffre pas. Non. Ils mangent. Ils savent où ils ont leur soutien. Mais toi qui es dans la rue là, c'est toi qui souffres. C'est toi qui ne peux pas manger une fois dans la journée. Ils sont pleins à ne pas manger une fois dans la journée. Et c'est grave. Et ça, les avantages, ceux qui sont en train de crier. C'est pourquoi crier l'alternance est une bonne chose. Mais l'alternance ne se décrète pas. Ça se travaille à l'ombre. Est-ce que le Togo n'est pas prêt pour accéder à cette alternance? Vous pensez que toutes les conditions ne sont pas encore réunies? Vous voulez qu'on signe un décret qu'aujourd'hui nous voulons faire alternance? C'est ce que vous voulez?
On ne peut pas signer un décret, me lever un jour, celui qui est au pouvoir, se lève, bon, aujourd'hui j'accepte l'alternance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette voie. Voilà, un travail doit être fait, c'est ça, c'est ça. Ce travail qui doit être fait est un travail de soudure. Si aujourd'hui, on fait l'alternance, cela ne veut pas dire que ceux qui étaient au pouvoir sont des bêtes à abattre. Voilà. C'est quand ils seront conscients, ils vont comprendre que même s'ils ne sont pas là, personne ne les inquiéterait que l'alternance peut être possible. Mais si je suis renté en moi-même, alors que c'est moi qui ai la machette, j'ai la machette dans ma main, et on dit donne-moi ça, mais si tu me donnes, je vais te trancher la tête avec. Il ne va pas le faire. Toi, tu vas donner? Je vais te trancher d'abord. Avant qu'on ne parle de TPI ou CPI, je ne sais pas. Après, mais ce serait dans le futur. Alors. Mais aujourd'hui, il faut que nous soyons sincères pour que la population puisse manger. Vous savez, simple analyse d'un bienfait de l'alternance. L'être humain, dans sa nature, quand il a des ressources qui sont des ressources pérennes, des ressources qui viennent à tout bout de... Et sans limite, l'être humain n'arrive plus à bien utiliser ses ressources. Vous voyez? L'être humain, c'est naturel. Quand je sais que, par exemple, j'ai 2 millions par mois, et que 2 millions là, ça ne va jamais cesser de venir. Je ferai mes programmes par rapport à 2 millions. J'irai en boîte. Vous voyez comment les boîtes pullulent à Lomé? Vous voyez? On dit qu'on souffre, mais il y a les boîtes, les bars de nuit sont pleins tous les jours. On ne sent pas cette souffrance-là. Tout à fait. Parce que les ressources, là où les ressources doivent aller, les ressources ne sont pas dans de bonnes mains. Si je suis au pouvoir et j'ai des ressources, et je sais que demain, 5 ans ou 10 ans, je ne serai plus là-bas, je réfléchirai pour investir. Et les gens vont avoir la notion de du travail. Voilà. Je vais investir. Mais lorsque je sais que ça n'aura pas de fin, amen, je peux gaspiller ça. Je peux aller en boîte avec. Vous voyez, ça, c'est une petite analyse de alternance. Ce qui veut dire que ceux qui sont là et qui n'ont pas encore ces ressources, eux aussi, ils aspirent à avoir ces ressources. Et le jour que toi, tu n'es plus là, ce que tu as investi, cela permet aux populations d'avoir du travail et d'aller de l'avant. Et les autres aussi vont aussi venir. Ceux qui étaient pauvres vont aussi venir. Et eux aussi, avec les ressources, sachant qu'il y aura encore alternance, ils ne vont pas gaspiller. Ils ne vont pas acheter les maisons aux petites filles. Ils ne vont pas acheter les RAV4, les Land Cruiser aux petites filles. Ils ne vont pas gaspiller de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, ce qui fait que les gens seront sincères avec la notion du développement. Voilà. Et ça fait plusieurs mois déjà que la situation que nous traversons perdure. Hein. Il y avait des manifestations encore ce week-end, ce samedi. Manifestations du côté du pouvoir, manifestations du côté de l'opposition. C'est une situation quand même qui devient lassante pour beaucoup de citoyens togolais. Je ne sais pas si vous avez la même impression. On ne voit pas peut-être le bout du tunnel. C'est prévisible. Surtout aujourd'hui, le 13. Aujourd'hui, le 13. Personne ne peut vouloir faire manifestation, l'autre va dire je ne vais pas faire. C'est quoi? C'est historique? Qu'est-ce qui se cache derrière ce chiffre-là? C'est vraiment terrible. Et c'est pourquoi les tenants du régime comme l'opposition doivent avoir la connaissance de certaines choses. Le pouvoir a une connaissance bien analytique de ça. De ce chiffre-là? De ce chiffre-là. Le chiffre 13? Oui, de ce chiffre 13, qui apparaît depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Et on joue toujours sur ça.
Parce que je le dis, j'avais eu trop de révélations là-dessus, j'avais fait écrire beaucoup là-dessus, et politiquement, de façon internationale, le 13 travaille beaucoup. Et dans le cadre du Togo, comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce que ça a de... Quel est l'impact que ce chiffre a particulièrement? L'impact de ce chiffre, le premier élément qui est beaucoup visible, c'est la division. Comme il y a un nom qu'on prononce à 13 pour diviser l'adversaire. Je ne vais pas le dire ici. Voilà. Il y a un nom qu'on prononce pour sa nourriture. Voilà. Et la nourriture de 13, c'est le sang humain. Voilà. Et chaque fois qu'on fait tout pour verser le sang humain sur le territoire, ceux qui sont au pouvoir seront toujours forts. C'est pourquoi il faut procéder par des négociations. Il ne faut pas faire la violence pour que le sang verse. Quel que soit, lorsque le sang verse, ça profitera au pouvoir. Parce que c'est des gens qui sont assis sur ça. C'est un chiffre d'ignorance. Il y a un nom, quand on lui prononce ça, l'adversaire va ignorer. Quand vous voulez vous asseoir et parler des choses sérieuses, ce que vous avez à dire, vous allez finir la réunion, vous allez tout clôturer avant que vous ne vous rappeliez que il y avait ça à je dire. voulais dire ça, je voulais faire ça, je voulais faire ça. C'est ça. Et c'est un chiffre de l'apostasie. C'est-à-dire les gens ne vont pas écouter Dieu. Les gens ne vont pas vouloir être sur le chemin de Dieu. Les gens vont vouloir être avec les divinités. Et c'est ça qui se manifeste avec ce que vous avez fait comme purification, machin là. Ça se fait comme ça. Et cela offense Dieu. Ce n'était pas une bonne chose, ces histoires. Non, ce n'était pas une bonne chose. Et c'est ça qui va faire que nous aurons toujours des problèmes. Jusqu'au moment où les gens cherchent à se connecter à Dieu. C'est seul le nom de Dieu là. Je ne veux pas aller au niveau de religion, Voilà. mais je parle de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Voilà. Mais, pas en vérité et en esprit. Non. En esprit et en vérité. Ouais. C'est très correct. La purification a été cautionnée par beaucoup d'églises. Est-ce que ça veut dire que ce n'était pas une bonne chose également? Parce que les églises ont fait des purifications aussi dans ce pays. Non, on a acheté des églises. Puisque on a financé. On a donné de l'argent, non? On a donné de l'argent. Si on me donnait de l'argent, peut-être moi aussi je le ferais. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu en moi. C'est ça. Oui, vous voyez. Mais c'est un peu difficile pour moi parce que il y a des choses, quand tu le fais, les coups de bâton que je reçois dans la nuit, c'est mieux pour moi de recevoir le coup de bâton des hommes que de recevoir le coup de bâton de Dieu. C'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pourquoi quand tu envoies, tu n'as pas à espérer. Je pouvais espérer pour ma mission là, avoir tous les papiers en main avant de partir. C'était suffisant. J'étais parti pour prendre papier, mais finalement, papier n'était pas prêt. On a dit et il fallait que je revienne encore là le lendemain matin. Alors que le lendemain matin là, je devrais être à Mandouri. Et la nuit là, lorsque mes oreilles là sont ouvertes et j'ai reçu avertissement, mais moi je t'envoie, tu attends quel papier des hommes? Alors, il faut s'entêter pour rester, pour encore faire une nuit. Ce ne serait plus la parole. Ce ne serait plus la parole que tu vas écouter. C'est pourquoi lorsque nous sommes aujourd'hui dans notre pays, où lorsqu'on parle de Dieu, il y a des pasteurs de l'opposition, les pasteurs du pouvoir. C'est pas une bonne chose. Non. Quand l'opposition veut faire certaines choses, l'opposition ne peut jamais s'adresser à certaines églises. Le pouvoir aussi ne peut jamais s'adresser
à certaines églises. Pourquoi? Et on les appelle pasteurs. Moi, je ne les trouve pas pasteurs. Parce que la personne soit mauvaise ou bonne, nous sommes appelés pour corriger les choses qui sont mauvaises, pas pour les condamner. Je ne condamne pas et je ne condamnerai pas. Mais j'appellerai à la raison pour dire à quelqu'un, ce que tu fais là n'est pas bon. C'est la mission pour laquelle je suis appelé. Et partant de là, quand il s'agit d'une affaire nationale qui doit profiter à mes fidèles souffrent aussi. Les gens qui viennent à l'église chez moi, là, ils souffrent. Ils ne trouvent pas à manger. Moi, je travaille. En travaillant, ce 10 francs que je reçois là, quelqu'un qui a des problèmes, je dois participer. Alors que sur le plan national, il y a trop de stratégies qu'on pouvait compiler pour que tout le monde ait gain de cause et que nous puissions aller. Donc la politique est en train de gâter la société. Et les politiciens doivent savoir que s'ils ne se répandent pas, s'ils ne viennent pas vers Dieu, et que les pleurs des démunis, ceux qui n'ont rien à manger, les pleurs, quand les pleurs-là montent vers Dieu, et ce sont ces pleurs-là qui sont montés vers Dieu. Et Dieu a dit d'aller leur dire qu'il va commencer à frapper à partir des chefferies, qui devraient participer au développement de leur milieu, en étant francs, en compilant des programmes et des plans corrects pour leur avancement, leur développement. Quand ils ne le font pas et ils s'associent à n'importe quelle politique pour qu'on leur téléguide, c'est pas bien. Vous parlez des chefferies de nos pays. Les chefferies de nos pays. C'est pourquoi Dieu a dit ça expressément, d'aller leur dire que s'il va corriger le problème togolais, il va commencer par la chefferie traditionnelle pour mettre de l'ordre. On a l'impression qu'elle est inféodée au pouvoir aujourd'hui. Oui. C'est quand on voit les chefs faire des rangs dans des palais présidentiels pour recevoir peut-être 10 000 francs, tous ces trucs-là. Alors que dans d'autres pays, ils ont quand même une certaine dignité. Le Ghana voisin... Vous savez, c'est le processus de désignation de la chefferie qui est à l'origine de cette situation. Qui est à l'origine de ça. Et ce processus que nous avons, c'est pas voie coutumière, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que réellement ça se fait par voie coutumière? C'est l'État, l'administration qui choisit les chefs. Voilà. Et pour moi, dans les années 70, 74, 75, chez moi au village, quand le chef qui était là, qui n'est plus chef, qui était mort, sa désignation, on a vu comment ça s'est passé. Je n'étais pas trop vieux dans le temps là, mais j'étais quand même aussi au CM1, tout en sachant que j'ai commencé CP1 à 11 ans. Donc, cela veut dire que je n'étais pas vraiment enfant. Voilà. Ce n'est pas, si je parle de CM1, aujourd'hui là, on va dire qu'il avait 7 ans, il avait 8 ans. Moi, j'avais 11 ans pour faire CP1. Voilà. J'étais au CM1 quand l'événement là s'est passé, moi, dans mon village. J'ai vu un peu comment ça y est. Et une période dans laquelle il y avait les problèmes de l'attentat de Sarakawa, avec tout un ensemble de choses que je ne pouvais pas encore ramener aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je comprends encore davantage ces événements, plus que quand j'étais en ce moment-là. Vous voyez. Donc c'est un peu difficile pour notre pays que le chef traditionnel ait vraiment sa voix. Moi, j'étais surpris un peu lorsque Amandouri, devant le chef canton, en train de parler de Dieu,
et que soldats viennent interrompre Un chef un chef. en train de parler. On parle dans une chefferie avec les notables qui sont là. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu, alors que quand vous allez n'importe où, dans les chefferies, si l'étranger vient, et l'étranger n'a nulle part à aller, le premier lieu que l'étranger doit aller, c'est chez le chef du milieu. Et c'est quand le chef est dépassé par un événement qui va se référer au supérieur, à la police ou à la gendarmerie. Mais si les chefs de mon pays doivent recevoir l'ordre de la gendarmerie ou de... C'est un peu difficile. Alors le chef n'a pas... Il n'a pas sa valeur. N'a pas sa valeur. Mais alors qu'il faut qu'il y ait cette valeur-là pour que les citoyens puissent se prononcer, s'affirmer dans leur milieu, faire des projets de développement dans leur milieu. Pas des projets de développement qu'on compile du haut, mais le développement par le bas, c'est ce qu'on appelle développement. Le développement ne se fait pas par le haut. Et c'est du bien pour le pouvoir de laisser ce développement à la base et que les gens travaillent, les gens réfléchissent pour se mettre en cluster, en groupement. Et quand on est en groupement, effectivement, cela permet d'avoir plus de ressources. Et quand on les finance, ils peuvent se développer. Voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est un grand problème au niveau à la base. À la base, Okay. Nous avons besoin de ça. Voilà. Et aujourd'hui, hein, comme je le disais tantôt, le Togo connaît toujours une crise. Mais quelles sont les issues qui s'offrent à nous pour sortir de cette situation? D'aucuns parlent du référendum, d'autres sont opposés à ce référendum. Qu'en dites-vous, pasteur? La loi a prévu référendum. La loi a prévu référendum. Mais est-ce que l'opportunité, le bon sens nous permet d'aller au référendum et avoir la paix? Ça, c'est un point d'interrogation. C'est pourquoi lorsqu'on parle de négociation, les négociations doivent se faire. On doit s'asseoir et faire des négociations. Bon, tel que la Constitution le dit, si les 4/5 sont remplis, si on fait les négociations et que tout le monde se met d'accord sur des principes donnés et qu'on fait, les députés peuvent retourner encore à l'hémicycle pour adopter, pour nous épargner des frais. Ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites lors des précédents projets de loi. Ils n'ont pas pu s'entendre. On ne sait plus s'il faut vraiment... Il faut persévérer. Voilà. Ils n'ont pas pu s'entendre parce que les garanties ne sont pas très bien discutées. En matière de politique, c'est des garanties mutuelles. Lorsque je sens que je suis menacé, lorsque je laisse quelque chose, il est évident que je m'entête là. Mieux vaut que je meure là-bas. C'est mieux pour moi. L'idéal, c'est d'avoir des garanties. Voilà, l'idéal, c'est d'avoir des garanties et que ensemble, les gens se mettent ensemble pour discuter. Nous sommes tous Togolais. Nous sommes tous Togolais. Il y avait, en 90, un phénomène qui avait empiré les choses. Quand on a signé la conférence nationale en 91, là, moi, j'étais en mission à Kara. Sans vous mentir, la joie qu'il y a eu à Kara est plus grande que la joie qu'il y a eu à Lomé. Ce qui veut dire que même en 91, tout le monde était quand même acquis à un changement. Mais il y a cette parole-là qui vient après. Il y a des managers Kabetola Yahweh. Yahweh, c'est où? C'est le Togo. Ne sommes-nous pas tous Togolais? Ouais. Ce qui fait que ces gens sont levés et disent, ah, vaut mieux garder notre
sorcier que de chercher à suivre un voleur qu'on ne connaît pas. Et ça a changé. Vous voyez un peu. Donc, si nous sommes aujourd'hui à cette situation, c'est compte tenu des propos. Des propos que nous donnons. Et encore, ceci au niveau des leaders politiques. Donald Trump ne peut jamais se lever et dire des choses désobligeantes par rapport à l'armée américaine. À un soldat américain pour dire que l'armée là n'est pas bonne, l'armée, quand nous on prend, l'armée sera. Oui, est-ce que l'armée américaine ne tue pas ses citoyens, ses concitoyens? L'armée américaine a évolué aussi. L'armée togolaise évolue aussi. Et il ne faut pas oublier la guerre froide avec tout ce qui s'en est sorti jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et les armées sont forgées par rapport à cette guerre froide. La fois dernière, lorsqu'il faut voter le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'est même pas le Togo seul qui a voté pour les États-Unis. Est-ce que vous êtes allé pour chercher à comprendre ça? Vous ne pouvez que crier. Il y a des choses au niveau international par rapport au pays individuellement que nous devons apprendre. Ce sont ses intérêts, toujours. Le Togo peut préserver ses intérêts. S'il y a des mains très bien fortifiées au Togo, c'est les États-Unis, ce n'est pas la France. Il faut que nous le sachions. Il faut savoir que le socialisme était au Ghana, le socialisme au Burkina, le socialisme au Bénin. Il fallait garder un point stratégique pour freiner ça. C'est pourquoi la consolidation là est restée. Et l'armée est forgée dans ce sens-là. Ce n'est pas à vous de vous lever aujourd'hui pour dire que une communauté internationale pilotée par les États-Unis vienne dévouer comme ça seulement le pouvoir togolais. Voilà. Ce n'est pas possible. Vous devez le savoir et comprendre l'histoire et savoir de quoi il s'agit. Vous savez, le 3 décembre 92, tu te rappelles? Non. À la primature, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé là-bas, c'est un compatriote togolais qui, dans nos discussions très récemment, qui me disait quelque chose que j'avais trouvé très intéressant. C'était quoi? Eux, ils étaient étudiants en Union soviétique. Ils étaient étudiants là-bas et ils étaient dans un restaurant. 2 Togolais, un Congolais, un Zaïrois là, et l'autre de Congo-Brazzaville. Ils étaient 4. Ils mangeaient dans un restaurant. Quand un blanc les a vus et leur a demandé: oh, vous êtes où? Vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Et quand il a appris le nom du Togo, que nous sommes Togolais, le blanc leur a dit: ah, c'est là-bas, ça va se passer très prochainement. Qu'est-ce qui va se passer? Eux, ils n'avaient pas compris ça. C'est une semaine après que ça crépitait là-bas, à la primature. Vous voyez un peu? Ils s'étaient informés de la situation depuis. Voilà. Tout ce qui se passe dans les pays, dans le monde entier, les hommes politiques doivent savoir que la communauté internationale est déjà au courant. Des négociations se font entre les puissances. Toi, cède là, moi je prends ça, et moi, toi tu prends ça. C'est comme ça, ils font. Et personne ne viendra soutenir qui que ce soit contre les intérêts de son pays. Vous voyez un peu? Donc, l'Union soviétique savait, la Russie savait que cela allait se passer là-bas, à la primature, avant que cela ne commence ici.
Ce qui veut dire que les États-Unis sont au courant. Les négociations ont été déjà faites. Et quand ça va commencer là, sache que c'est moi qui suis là-bas, hein, donc n'interviens pas. Donc, autrement dit, la situation qui se passe au Togo, ce sont eux qui vont encore se partager le gâteau. Bien Ce sont sûr. eux qui vont décréter l'alternance. Bien sûr. Et quand vous criez pour la communauté internationale, venez nous faire la médiation, on n'a qu'à faire ceci, oui, c'est bon. Ça ne se dit pas publiquement. Ça se négocie en dessous. Mais on a une médiation, on avait une médiation conduite par le professeur Alpha Condé et le président Gagné. Mais aujourd'hui, le parti au pouvoir ne veut plus de cette médiation. C'est vous qui ne voulez pas. L'opposition n'en veut pas ou c'est le peuple togolais n'en veut pas ou bien? C'est l'opposition qui ne veut pas. Qui ne veut pas de cette médiation? C'est ça. Je le dis comme ça, voilà, de façon brute. Bien que c'est eux qui veulent que cette négociation soit faite, afin que tout ce que nous allons dire, que cela soit devant des témoins, réglé devant des témoins. Mais quand le pouvoir sait que quand on va commencer à dire ceci, à dire ceci, à dire ceci, cela ne m'avantage pas, le pouvoir a cette souveraineté de bloquer et de faire encore perdurer la situation. Aujourd'hui, nous sommes dans un flou. On ne sait pas s'il faut aller aux négociations ou il faut aller vers le... On ne sait pas, c'est quoi? Le référendum aujourd'hui, c'est un flou total. Négociation est nécessaire. Dialogue est nécessaire. Il faut que les gens soient disposés à dialoguer. Pas avec des préalables. Vous rentrez, vous êtes là-bas. Quand ça ne va pas, vous dites non, nous ne sommes pas dans ça. Et vous pourrez crier à haute voix, les gens vont écouter. Mais lorsque des préalables sont là, ces préalables ont conduit maintenant jusqu'à ce que le pouvoir est dans sa logique. Parce que nous n'allons pas rentrer dans ce qu'on appelle le vide, un vide constitutionnel, des creux constitutionnels. Si vous pensez à ça, c'est grave. Ouais. Parce que le mandat des députés va finir bientôt. Ouais. Ils ont commencé même déjà à se préparer pour la législative. On doit se préparer. Si on ne le fait pas comme ça maintenant, là, on va tomber dans une période où ça va créer d'autres problèmes. On va dire que les députés là ne sont plus valables. Et ce sera encore autre négociation. Le pouvoir, lui, il doit faire pour que l'on puisse arriver à faire des élections. Que vous discutiez autour de quoi que ce soit, ce n'est pas leur problème. Vous voyez. Mais nous, à notre niveau, c'est que Dieu les inspire tous pour qu'ils aient pitié de ce peuple-là. Que Dieu les inspire. Et c'est pourquoi nous crions pour que Dieu les inspire. Dieu prenne le chemin. Et c'est pourquoi Dieu m'a dit, pour les faire changer d'avis et s'asseoir pour qu'on dise quoi que ce soit. Les gens disent seulement Dieu va frapper la chefferie et on va frapper le gouvernement. Ce n'est pas ça. Le sommet n'est pas seulement le gouvernement. L'opposition a aussi des sommets. Le gouvernement a des sommets. La chefferie traditionnelle est là. Donc les églises ont des sommets. Les religions, toutes les organisations ont des sommets. Oui. Quand on commence à frapper, à partir des chefs traditionnels, les sommets doivent savoir que, attention, ça vient. Et les gens vont être maintenant sincères en laissant les calculs politiques de côté pour que ce peuple-là soit un peuple libéré. Libéré. Les intellectuels ont pris en otage le pays là. Dans quel sens? Ils ne se prononcent pas dans le sens où ils ne se prononcent pas sur la vie du pays ou bien? Surtout les juristes. Puisque nous sommes en présence de la République des juristes. Chacun tire le drap de son côté. Oui, nous sommes en présence de la République des juristes et non des juristes de la République. Et on fait la loi. Quand tu vas manger chez toi, là, est-ce que tu as besoin de la Constitution? Hein? Quand tu vas travailler dans ton champ et manger là. Tu as besoin d'une constitution? Est-ce que tu as besoin de ça?
Quand je prépare ma pâte à la maison, j'ai besoin d'un homme politique. Le travail que je fais quand je vends au marché, est-ce que j'ai besoin d'un homme politique? J'ai besoin des tests qui organisent ça. De façon que je puisse être à l'aise. Et travailler librement, avoir mes ressources et pouvoir manger. Et quand nous voyons les discussions qui se font autour de cette constitution, personne ne discute des articles parlant des droits et des devoirs de la population. Comment la population va travailler, les droits que nous avons, comment nous allons faire ce que nous... On ne parle que de mandat présidentiel. Et tout ça là bloque ce que nous, on doit faire pour manger. Vous trouvez ça normal? Nous sommes devenus des otages, des intellectuels. Et c'est ça qui a fait que le peuple bas peuple, ne comprend plus rien. Il ne peut que crier, fort n'a qu'à partir, fort n'a qu'à partir. Il ne peut, c'est-à-dire, tout le discrédit est sur le pouvoir. Parce qu'on dit que c'est le pouvoir qui fait que nous n'arrivons pas à faire ceci, nous n'arrivons pas à faire ceci. Parce que c'est eux qui vont permettre à ce que les tests soient adoptés dans les bonnes conditions pour que nous puissions, chacun puisse trouver sa part et travailler librement et manger. Mais, on a eu écouté également le président de la République en début d'année, hein, le fameux discours très attendu par beaucoup de Togolais, mais au vu des commentaires, beaucoup ont été déçus parce que le président a fait semblant d'ignorer la situation qui prévaut dans son pays. Oui, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Il a une vision. Il a une vision. Vous savez, un leader, la qualité réelle d'un leader, c'est la résistance et la persistance devant son objectif. Voilà. C'est-à-dire un leader qui est leader, réellement leader, ce que vous êtes en train de faire là ne doivent pas l'ébranler. Il a tracé un chemin, on a dit objectif 2030, ouais. N'est-ce pas? Il a tracé un chemin. Il est dans cette logique-là. C'est à vous de poser des actes pour qu'il voit finalement que les obstacles-là ne me permettent pas d'atteindre ces objectifs. Les obstacles, il y a la marche. La marche. Ce sont les obstacles parce qu'elle donne un coup de frein, hein, un sur coup de frein à l'économie togolaise. Si je suis avec Dieu et tout le monde connaissait vraiment Dieu et les gens n'utilisent pas Dieu pour des fins politiques, des fins sociaux, si les gens connaissent réellement Dieu, ils vont considérer que ça là c'est un obstacle. Mais quand je ne connais pas vraiment Dieu dans sa substance, mais moi je vais dire que c'est un obstacle. Puisque sur un terrain de football, il y a les défenseurs de l'autre côté. L'attaquant qui prend la balle ne va pas aller donner les buts facilement. Oui. Les défenseurs, comment on les a, 2, 3, 4, 5 sont là-bas pour l'empêcher. Et les événements qui se passent, lui ne peut considérer que ce sont les défenseurs qui sont là pour refuser que je donne les buts. Et il va continuer de persévérer jusqu'à ce que l'attaquant n'ait son pied cassé, qui ne peut plus, qui va se rendre compte de attention. Ce n'est pas simple défense que là-bas, qui est là-bas. Vous voyez un peu. Voilà. Voilà, il y a eu un autre aspect, hein, parce que il y a le ras-le-bol généralisé. Hein. Il y a en début de semaine, les docteurs ou le corps médical du Togo a manifesté, a cessé de travailler compte tenu de leurs conditions de vie et de travail. Hein. Vous connaissez un peu la situation dans les hôpitaux togolaises. Hein. On n'a pratiquement pas d'infrastructure adéquate pour soigner les malades. Le personnel soignant est mal payé. C'est un ras-le-bol de plus. Ça, c'est la fumée. Ça s'appelle la fumée. La manifestation de ce que je ressens, c'est la fumée. Ce n'est pas le feu. Le feu est là. Et il faut s'attaquer au feu. Le feu, c'est-à-dire s'entendre sur ce petit territoire-là. Nous devons nous entendre.
Nous n'avons pas à mettre quelqu'un de côté pour dire que lui là, c'est lui comment l'appelle-t-on? Judas, le traître. Le traître, c'est lui qui est ceci. Dieu m'a dit que lui, les traîtres, il va les frapper. Je ne m'en occupe pas. Mais la situation dans le nœud, que les gens s'entendent. Nous sommes combien? Au Togo, nous sommes combien? We are how many? À peine 7 millions, 7 millions. À peine 7 millions. Est-ce que ça fait la population d'Accra? Non. Hein? Est-ce que ça fait la population de Lagos? Mais c'est un territoire. Alors, les enfants, les hommes et les femmes qui sont sur le territoire doivent effectivement se mettre ensemble. Gérons nos maisons et gérons nos mésententes entre nous. Et que le sommet sera réellement reconstruit. C'est la base qui soutient le sommet. Ce n'est pas le sommet qui soutient la base. Entendons-nous. Ce qui me fait mal, moi particulièrement, et que je le dis, je le répète toujours, est que tous ceux qui sont en train de crier, ils se rencontrent. Je ne vais pas vous informer que Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre sont élevés dans la même maison. Je ne vais pas vous informer. S'ils sont élevés dans la même maison, comment on ne peut pas s'entendre? Comment? Quelle est cette éducation-là? On ne peut pas s'entendre. On doit s'entendre. Si eux, ils ne peuvent pas s'entendre, c'est grave. Si le jour, eux, ils vont faire ce qu'on est en train de faire, et la nuit, la grande nuit, ils peuvent se mettre ensemble et manger ensemble, prendre des pots de vin ensemble. Cela veut dire que la population est devenue une marionnette. Ils peuvent s'entendre pour que nous ayons notre pain quotidien. Monsieur Chatibara disait que lorsque deux éléphants se battent, il faut que le lièvre s'occupe de ses herbes et loin des lieux de bataille. Mais aujourd'hui, la population togolaise, les sociétés à la base, c'est nous qui sommes piétinés. Et ils mangent à leur faim. Ils vont faire perdurer cela pour que eux, ils continuent. Et c'est le message que Dieu m'a donné. Que nous pouvons construire. Le pays peut devenir une chaudière et que les habitants peuvent devenir la viande. Ce n'est pas un problème. Nous continuerons de construire. Nous continuerons de construire. C'est quand ces messages retentissent encore, moi, dans mes oreilles, j'ai de la trouille en regardant la situation politique, en regardant ce qui va se passer encore dans les rues aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 13. C'est le 13. C'est le 13. Et que les gens soient sincères avec eux quand on va convoquer les assises, qu'ils analysent correctement. Quand et comment, à quelle heure, ça se fait. CPDC, c'était 13 mars. Rénové, c'est 13 mai. On convoque et vous allez vous asseoir. Il y a des incantations qu'on prononce avant que vous ne veniez. Vous n'allez pas avoir un point commun. Ça, c'est au niveau spirituel. Nous disons ce que nous connaissons. Nous ne disons pas des choses dans l'air. Nous disons ce que nous expérimentons. Le peuple a besoin de liberté. Togo, là, nous en avons besoin. Regarde, moi aussi, ma tête là,